Sur cette matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On s'intéresse ce matin aux échéances à venir de la sélection pour la sélection nationale. La fenêtre en FIFA sera ouverte très prochainement pour le compte ce mois de mars et le Bénin qui n'a plus gagné depuis 2 ans devrait, si tout va bien, affronter les 2 derniers champions d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aucune information officielle à ce sujet, bien évidemment. À côté de cela, l'antre mythique du football béninois, le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, subit encore des travaux sur injonction de la Confédération africaine de football. Entre autres chantiers, la pelouse a changé de même que les sièges, les vestiaires à revoir ainsi que la luminosité, la sécurisation de la tribune officielle. Bref, un certain nombre de travaux à finir dans un délai raisonnablement court, car le Bénin joue 2 matchs à domicile au mois de juin prochain pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pourra-t-on tenir dans les délais? Grosse préoccupation à laquelle on va essayer de répondre mes francs-parleurs de ce mercredi. Mémo Couton, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman Rodrigue Amengan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes journaliste sportif, merci d'avoir répondu à notre invitation. Elvis Ressou, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour tout le monde. Vous êtes chroniqueur sportif polémiste, vous le réclamez, revendiquez toujours à corps et à cri par moment. Et à côté de vous, Habib Ishola Aruna, vous êtes consultant sportif. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Devenu célébrissime depuis quelques semaines grâce à ses interviews bord de terrain, bord de pelouse. C'est notre Paganelli national. Allez, on va le dire ainsi. C'était une petite parenthèse. Mémo, le Bénin devrait affronter, si tout va bien, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Jusque-là, vraiment rien d'officiel, aucune communication de la Fédération béninoise de football à ce sujet. On est totalement dans l'incertitude. Seules informations qui nous sont parvenues, ce sont justement ces propos du tout nouveau sélectionneur donc national de la Côte d'Ivoire, Emer Faye, sur la 3 en Côte d'Ivoire, mais également sur la chaîne cryptée Canal+, lors de son intervention sur l'émission Talent d'Afrique. Quant au Sénégal, on n'en sait absolument rien puisque personne n'a rien dit de l'autre côté. Ah ouais, puisque les gens, d'abord, vous l'avez signalé que ici aussi on n'a rien dit. Donc, si MS Faye n'avait pas fait cette sortie, on ne saurait également rien. Ça veut dire qu'il y a un gros souci et je ne sais quand même pas comment ça se passe. Est-ce que c'est la faute au gouvernement qui doit donner l'autorisation, puisque après tout on dit que l'équipe nationale ça appartient à l'État, au gouvernement. Est-ce que le gouvernement a donné l'autorisation? Parce que nous ne restons pas sans savoir que bon, l'État c'est quand même des affaires de budget. Est-ce que le budget d'ici 2024 est déjà, c'est déjà à la disposition pour que les guépards, désormais, j'allais dire les écureuils, que les guépards puissent faire ce déplacement et puis jouer cette journée FIFA? Bon, je ne saurais justifier cette absence de communication. Tout ce que moi j'ai eu comme information, c'est qu'aujourd'hui on aura droit à la publication de la liste que Guénol va utiliser pour ces journées FIFA, je pense, sur les réseaux sociaux encore. Voilà, merci du rappel. Sur les réseaux sociaux, ça veut dire que faut nous respecter. Il est allé voir quelques joueurs qui en Égypte, dans le championnat. Donc je pense qu'on attend la fin de la journée pour voir si c'est juste, et si c'est vrai, on aura cette liste. Mais l'un dans l'autre, je pense en toute franchise que c'est déjà une habitude chez nous. La communication, l'information, on ne la donne pas quand on doit la donner. Et puis on fait tout un fétichisme autour. J'espère que ça va bien se passer. Mais pour le moment, tout ce que moi j'ai lu sur le Sénégal, c'est, je vais dire, je ne sais pas si c'est un confrère ou bien si c'est un internaute qui a tapé du poing sur la table et qui a dit pourquoi la Fédération sénégalaise de football a opté pour ce choix. Il a estimé voilà, de son pays comme n'étant pas à la hauteur. N'étant pas à la hauteur. Donc c'est tout ce que moi j'ai lu. Ça veut dire que si je m'en tiens à cela également, ça veut dire que du côté du Sénégal, c'est que le Sénégal devrait également jouer le Bénin. Mais on attend, nous-mêmes qui sommes concernés, on attend que les gens nous donnent l'information. Habib, vous êtes un homme de réseau. Certainement que vos réseaux vous ont donner des informations et que vous pouvez attester de ce que des adversaires que le Bénin devrait affronter prochainement. Bon, attester, normalement, ça devrait être ces deux adversaires parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on a parlé du cas de MS Faye qui a clairement dit que la Côte d'Ivoire, champion en titre, champion d'Afrique en titre, devait jouer successivement le Bénin et ensuite l'Uruguay. Donc, ça se précise avec le fait que la liste annoncée pour cette fenêtre va sortir dans les prochaines heures, si je ne me trompe pas. Donc, si on met
les deux ensemble, oui, on peut penser que ça va se faire. Mais curieusement, on peut être quand même surpris de voir qu'au niveau de la Fédération béninoise de football, qu'il n'y ait pas de communication officielle autour. Parce qu'après jouer les deux derniers champions d'Afrique, c'est quand même d'un côté, il y a quand même un peu de prestige quand même le Bénin à le jouer. Même si aujourd'hui, on peut se demander si c'est pertinent. Parce que ça, c'est la vraie question aussi, si c'est pertinent. Parce que quand vous êtes le Bénin, que vous êtes sur une série, je crois, de 13 matchs sans victoire et que vous n'avez pas gagné depuis 2 matchs, franchement, ce n'est pas le meilleur adversaire que vous jouez. Pour moi, sur ce genre de match, l'essentiel pour le Bénin, c'est d'arrêter la saignée, c'est d'arrêter la série, de retrouver la confiance. Et s'il faut aller jouer le Soudan du Sud, s'il faut aller jouer le Tchad, en fait, s'il faut jouer un pays qu'on est sûr de gagner, parce qu'en fait, est-ce qu'on est sûr de gagner aujourd'hui un pays? Justement, parce qu'aujourd'hui, non mais pour aller un peu dans le sens que vous dites, il n'y a pas un match sur lequel, je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique sur lesquels le Bénin peut jouer et dire qu'on est favori. Parce que systématiquement, même les équipes les plus jugées a priori faibles sont devenues très compliquées à jouer pour le Bénin. Le dernier exemple, c'est le Lesotho qu'on n'arrive toujours pas à battre. Néanmoins, il y a quand même des pays dans le classement qui n'ont pas un grand vécu en termes d'histoire. Allons jouer l'Irak si on veut, allons jouer l'Iran si on veut, allons jouer un pays de l'Asie. Mais il y a une nécessité à arrêter la spirale. Voilà. Le Liechtenstein, Malte, Chypre, il y a plein de pays que le Bénin est en mesure de battre. Donc, parce qu'il y a nécessité à aller affronter un pays sur lequel le Bénin peut gagner, que le Bénin peut battre, et arrêter la spirale, redonner confiance aux joueurs, recréer une forme, même si ça va mettre du temps à se mettre en place, c'est-à-dire recréer une forme de confiance entre le public et l'équipe, parce que sinon, si ces deux équipes, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal, se jouent, a priori, ça devait être très compliqué pour le Bénin. Donc, si le Bénin perd face aux deux équipes, on ne devait pas se plaindre, mais ça fait que les deux matchs à arriver pour les éliminateurs en juin, ça va venir avec le même doute et les joueurs vont être en difficulté. Donc, logiquement, comme je le dis, sur papier, c'est prestigieux, mais stratégiquement, vu le contexte aujourd'hui, je trouve qu'on aurait pu s'éviter ça. Oui, mais dans le même temps, Elvis jouer 2 champions d'Afrique, forcément, ça fait monter l'adversité, ça fait pâlir d'envie, sans doute, pour les joueurs, surtout la Côte d'Ivoire qui vient d'être récent champion. Ça devrait quand même faire pâlir d'envie les joueurs. Oui, forcément, voilà. Quand vous êtes un compétiteur, vous avez toujours a priori envie d'affronter les meilleurs, voilà, ceux qui gagnent, ceux qui ont un niveau supérieur à vous. Mais comme le rappelait Habib, est-ce que dans notre contexte aujourd'hui, affronter successivement la Côte d'Ivoire et le Sénégal est un bon choix? Pour moi, la réponse évidente, c'est non. Voilà. Si on affrontait limite la Côte d'Ivoire ou le Sénégal plus un autre adversaire, ok, je l'entendrais, mais tu affrontes la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est pour chercher quoi. Sincèrement, moi, je trouve que on doit pouvoir changer. Je pensais que quand Guénot arrivait, c'est que on change cette manière de faire les rencontres amicales. On n'est pas obligé d'être au déshydratat des autres. Chacun compose ses rencontres amicales en fonction des objectifs qu'il poursuit. Quel est l'objectif du Bénin dans cette fenêtre FIFA? L'objectif doit être d'arrêter la saignée, de retrouver la confiance. Ça fait des blindes qu'on n'a pas remporté un match vraiment sur la pelouse. On a eu un match sur tapis vert, mais bon, non, limite ça ne compte pas. 2 ans, le Bénin n'a pas gagné. Voilà, pour être précis, 2 ans. Donc, il faut quand même qu'on retrouve de la confiance en gagnant une rencontre. Et objectivement, on va pas se mentir, on va pas inventer des joueurs. Si on démarre le match, le Bénin est, je sais pas, 10 fois derrière le Sénégal et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une évidence. Le 10, c'est ne pas être patriote, c'est la réalité. Donc, on devrait pouvoir se dire, ok, quel adversaire, c'est vrai qu'on affronte, quel adversaire on affronte en juin? Comment on a que ça? Mais au-delà de l'adversaire qu'on affronte, nous, on doit retrouver de la confiance. Quand j'ai appris que la Côte d'Ivoire jouait le Bénin, j'avais quelqu'un à côté de moi. J'ai fait ça comme une boutade en disant, mais les Ivoiriens ont décidé de jouer les Béninois pour célébrer leur trophée. Voilà, marcher sur nous limite, se caresser un peu le nombril, dire, ouais, on est champion d'Afrique, fait plaisir aux Ivoiriens. Et rappeler que oui, il y a quelques années, sur la pelouse du stade Michel Dornano de Caen, on leur a mis un 3-1. Qui leur fait toujours mal, évidemment. Donc, voilà, donc ils vont vouloir forcément se reprendre. Franchement, sur le coup, j'ai pas l'impression qu'on ait le nez creux. Et après, sur la gestion même globale, comment on peut être à quelques semaines, quelques jours de ces rencontres amicales, de cette fenêtre FIFA, et on n'a aucune communication officielle qui puisse nous situer. Est-ce que le Bénin joue?
oui, le Bénin joue contre tel adversaire, oui, bon, on a un adversaire, mais on continue de discuter. C'est que silence radio, comme toujours, je trouve que dans cette manière de fonctionner, on ne peut pas être d'accord. C'est vrai que Memo parlait du gouvernement, mais non, c'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute de la Fédération béninoise de football, c'est elle qui gère directement ces aspects-là, c'est à elle de nous communiquer ces informations, c'est à elle de faire les sorties. Et quand Gaynor publie sa liste, depuis l'Indonésie ou depuis l'Égypte, il est en promenade, faut aller regarder. C'est mon expression. Chacun voit midi à sa porte, monsieur Alengan. Oui, il est en promenade, allez regarder, allez voir les mêmes joueurs, prendre les photos et mettre un maillot. Pour moi, c'est pas le job actuel du sélectionneur. Qu'il aille voir d'autres joueurs. Oui, Imran Hassan, il va pas découvrir Imran Hassan aujourd'hui, non? Je pense quand il est arrivé, c'est l'un des premiers joueurs qu'il a pu voir. Est-ce que c'est aujourd'hui en Égypte qu'il va le découvrir particulièrement? Non. C'est pas le plus important. Il y a des joueurs qu'on cite un peu partout. Il y a des agents de joueurs qui citent des joueurs qui veulent placer les joueurs en sélection. Qu'il aille les voir. Quand au moins on se situe, il a une idée, il regarde jouer. Mais qu'on ne fasse pas ce qu'on doit faire et qu'on se cache pour dire ouais on attend et que c'est tout le Bénin qui attend. Non. J'ai été le premier à penser quand il est arrivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il peut apporter un plus. Quand il dit oui on va se qualifier pour la Coupe du Monde. J'ai été le premier à vous contredire. Soit. Là, vous êtes... Non, je ne vous ai pas encore rejoint. Quand il dit on va se qualifier, en tout cas que lui est venu pour se qualifier pour la Coupe du Monde, beaucoup sont tombés sur lui à bras raccourcis. Je les comprends. Mais dans la vie aussi, il faut se nourrir de challenges. Et il faut aussi proposer des challenges pour amener des joueurs d'un certain niveau. Je pense que c'était de la communication. Et je ne pense pas qu'il soit hyper stupide pour penser que le Bénin, le Nigeria, machin, pour facilement se qualifier à une Coupe du Monde, même si l'Afrique donne 9 places et demi ou 10 places en fonction comment on appelle ça, de barrage intercontinental. Voilà, du barrage intercontinental. Donc, il sait bien, donc il a envie peut-être de dire, ok, le Bénin a changé, on veut faire des choses. Et rappeler quand même à des gens que depuis 1960, jusqu'au début des années 2000, le Bénin n'avait jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Il fut des gens un jour qui sont levés pour dire oui, on va qualifier le Bénin pour une CAN. Beaucoup ont rigolé comme aujourd'hui, on dit ouais, ils sont fous, machin. Mais c'est arrivé. Le Togo se qualifie à une Coupe d'Afrique des Nations, à une Coupe du Monde, à 5 pour l'Afrique. Excusez-moi, à part Emmanuel Adebayor, quel joueur vous mettez? Il y a quand même Koubaya Kader qui jouait où? Qui était quand même le meilleur buteur de cette oui, on a eu Mathieu qui était le meilleur buteur. Mais j'ai dit il jouait où? Koubaya Kader. C'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des joueurs Arsenal, au Real Madrid, tous les joueurs pour avoir un effectif. Travailler pour avoir un groupe. Et vous et moi, on en a parlé. Dans une sélection, franchement, tu as besoin de 3-4 gros joueurs. Et par ligne, qui sont des leaders absolus, des maîtres, des génies si tu veux, et tu entoures des joueurs de devoir. C'est la réalité. Et tu peux avoir vraiment un objectif. Mais nous, aujourd'hui, on est dans une phase où les joueurs, comme vous êtes en train de le rappeler, la génération qui nous a permis d'avoir quelques résultats, la majorité de ces joueurs sont en train de finir ou ont presque fini. Il y a une nouvelle génération qui arrive. D'accord. Donc le nouveau coach arrive dans ce contexte évidemment. Donc c'est évident que la mayonnaise, bien sûr, la preuve, quand vous regardez sa liste aujourd'hui, vous voyez des joueurs qui n'étaient pas présents et il donne de la responsabilité à des joueurs qui ne jouaient pas du tout, d'ailleurs, qui n'étaient même pas présents dans la liste. Génération, parce que c'est sur ce débat qu'on ne va pas s'entendre, parce que je suis d'accord que l'ancienne génération est partie parce que c'est des joueurs qui ont vécu ensemble, qui ont eu des résultats, mais il y a de nouveaux joueurs qui sont introduits dans l'équipe, mais pour moi, ça ne fait pas de ça une génération, parce que pour moi, quand on dit une génération, c'est des joueurs, oui, à qui on peut avoir, on peut trouver des points communs à ces joueurs, mais aujourd'hui je n'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression juste que... Sur sa dernière liste, il y a eu 7 ou 8 joueurs qui ont autour de 20 ans. Donc, oui, mais bon... Il y a beaucoup qui ont fait les UV ensemble, notamment Tamimou, Moumini, Sankamao, j'en viens, mais en même temps... Dododoku, et on parle aujourd'hui de Mariano Arwangbo, Laïs Soliman, qui va probablement... Qui était là également en 2020 avec les mois de 20 mais sauf que ça ne fait pas d'eux
génération, ni l'ossature d'équipe. C'est aussi ça. Parce que ça va peut-être se faire, mais pour le moment, on n'est pas là. Moi, j'ai l'impression juste que, que Guénot, quand il est arrivé, moi, ça a été le reproche que je lui ai fait d'entrée. Il est tombé dans ce pied de, OK, on a un public mécontent parce que Michel Dussureau n'en voulait plus, les partis, les gens voulaient qu'on introduise des joueurs du championnat à l'intérieur. Il en appelle un certain nombre. Ça permet à tout le monde de se calmer. Ceux qui étaient vent debout pour le fait que désormais notre équipe doit être composée, l'équipe nationale du Bénin doit être composée essentiellement de joueurs locaux, ont pu être satisfaits. Mais aujourd'hui, on se rend à l'évidence que quand on voit les objectifs qui sont fixés, c'est pas avec Dodo Doku, c'est pas avec Imran Hassan, c'est pas encore moins avec les joueurs qu'on a cités, les U20, qu'on peut aller à une Coupe du Monde. Donc moi, ce qui est réel, et ça c'est ça qui rend illisible totalement les choix, puisqu'on va revenir sur les deux pays qu'on joue. Pourquoi on peut jouer la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Parce qu'il y a une règle basique sur cette affaire des choix des équipes qui ont joué lors des matchs amicaux. En général, il y a au moins une des deux nations dans le football où la philosophie de jeu correspond au pays que vous devez affronter derrière. On a le Lesotho et le Nigeria à jouer. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire, voilà. Donc je ne crois pas que la Côte d'Ivoire ne joue pas de la même façon que le Nigeria, le Sénégal ne joue pas de la même façon que le Nigeria. Donc en termes même de pertinence, en plus du fait que stratégiquement on veut arrêter la saignée, mais en termes de pertinence, on prend des équipes qui sont de 2-3 crans au-dessus de celles que le Bénin doit jouer. Enfin, le Nigeria n'est pas... Enfin, je laisse le Nigeria de côté, mais le Lesotho, qui est notre adversaire. Non, je crois... Le Rwanda plutôt. Le Rwanda, excusez-moi, je ne vais pas le Rwanda tout le temps, mais c'est plutôt le Rwanda. Donc, je crois que c'est un style de jeu décalé de la réalité. Alors que le Rwanda a toujours posé des problèmes au Bénin. Mais on connaît le Rwanda. Voilà. On a joué le Rwanda des fois avec Guénodro déjà. Oui, avec Guénodro. On connaît l'équipe. Voilà. Oui, mais ça n'empêche pas, mais c'est une équipe qui a toujours posé des problèmes. Parce que le Bénin a fait toujours, historiquement, le Bénin a quand même battu... oui, sur les deux dernières rencontres au moins. Voilà, le Rwanda a été... Enfin, le Rwanda quand même préparé. C'est un adversaire. On allait les chicoter même à domicile. Justement, mais c'est un adversaire que le Bénin était supposé pouvoir battre, mais qui ne gagne pas. Et le Rwanda est leader du groupe. Ça, il faut le savoir. C'est un accident. On sait que c'est un accident. Oui, mais à la accident, fin, on aurait bien voulu. On aurait voulu. Ils seront dans le ventre mou. Que soit le Bénin, qui soit victime de cet accident heureux. Et quand vous êtes dans cet accident, ça vous donne de l'appétit, ça vous donne des envies, et ça vous met sur une forme d'euphorie, et vous pouvez être à 120% de votre forme. Donc, réglementairement, aujourd'hui, ce qu'on peut se dire par rapport à l'équipe de moi, c'est peut-être ça qui me chiffonne un peu par rapport à Guénot. J'ai mis beaucoup de réserves quand il est arrivé parce que j'estimais qu'avec son âge et l'expérience douloureuse de laquelle il sortait du Nigeria, je n'ai pas l'impression qu'il ait encore envie de se remotiver pour un projet, surtout que le Bénin restait quand même l'un des projets les plus compliqués pour son âge, reconstruit tout à zéro avec un sélectionneur qui partait, qui avait été presque vomi, critiqué. Donc pour moi, il fallait un jeune avec beaucoup d'énergie. Là, sur la suite, il ne me donne pas vraiment tort. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, en dehors des résultats qui ne suivent pas, c'est qu'il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire quand il dit rien, on ne voit pas une identité de jeu, on ne voit pas quelque chose qui se met en place, parce que et c'est le moment peut-être de se poser des vraies questions, est-ce que raisonnablement, on ne sort pas. Et ça, le Bénin a peut-être une chance. C'est peut-être le positif dans le changement de ministre. À un moment donné, le ministère peut prendre la communication, reprendre en main, puisque c'est le ministère qui finance tout, pour dire objectif Coupe du Monde, oui, si ça arrive, c'est bon. Mais on travaille sur le futur. Parce que les joueurs dont nous parlons, les jeunes qui sont entrés dans l'UV, ils peuvent progresser, mais en l'état actuel, ils ne peuvent pas qualifier. Et le risque, c'est de les introduire suffisamment dans l'équipe parce que le public le veut et que les joueurs se grillent. On a vu des générations se perdre ainsi. Donc, l'objectif doit être revu à la baisse. On doit être raisonnable aujourd'hui. C'est commencer à construire une équipe et qu'on ait enfin quelque chose de gagnant en termes au moins d'identité de jeu qui puisse commencer par construire et qu'on cesse un peu avec une mission commandant veut gagner à tout prix. Alors, avant la Coupe du Monde 2026, il y a la parenthèse de la CAN 2025 qui arrive bien assez vite. Ce sera certainement, ou sinon probablement en juillet-août, donc 2025 du côté du Maroc, puisqu'il y a la Coupe du Monde la Coupe du Monde des clubs, nouvelle formule donc de Gianni Infantino qui sera en juin 2025. Donc juste après la Coupe du Monde des clubs, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Ça vient bien assez vite. Et au regard de ce qu'on a vu sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée il y a quelques jours seulement, ou quelques semaines si vous voulez, en arrière, en Côte d'Ivoire, de petits pays qui ont fait d'énormes progrès, notamment la Namibie, la Mauritanie, voire même le Cap-Vert, même si ils nous ont déjà habitués quand même à ce genre de performance par le passé. On se rend compte que de plus en plus, ça sera cher payé sur le continent, les places.
Oui, ça sur HLP. Et puis Guénel Roy, je crois que lui-même, il a déjà, sans le dire, hein, et je ne trahis aucun secret, il a déjà revu son ambition à la baisse. Et parler également, quand il venait en 2023, que l'objectif c'était la Coupe du Monde. Moi, je me suis toujours dit, le défendant, que il le disait parce qu'on lui a dit que bon, notre objectif c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde, parce que je me rappelle encore de cette intervention du président Mathurin de Chacus quand ils étaient au palais de la présidence. Il disait au président de la République que si le gouvernement faisait si le gouvernement, l'argent que le gouvernement injectait dans les clubs comme l'Auto Popo, Coton, et puis si le gouvernement mettait ça à la disposition de la fédération, mais on redistribuait ça sur les autres clubs, et que le Bénin serait à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est de ça, il s'est inspiré et pour qu'on impose l'objectif Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des Antilles dans la ville, on va dire. Ouais, je ne refuse pas. Mais comme je le disais, avec la présence de Guénel Roy en tant que consultant sur une chaîne du côté lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, il a l'envie désormais. Et puis, comme je le disais, il a dit à côté des gens, l'objectif c'est quand même se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il l'a pas encore officialisé, mais il a dit de toute façon, avant 2026, il y a 2025. Donc, et on va le juger aussi là-dessus. Justement, donc lui, on va plus le juger. On va plus le juger. Il va peut-être faire comme Michel Dussuyer. Je vous ai promis la CAN en 2000 au Cameroun, mais là j'ai eu la CAN de l'Égypte, et donc il avait déjà rempli sa part de contrat. Donc en toute honnêteté, il le sait. Et si on doit se qualifier pour la CAN à venir, qui est avant la Coupe du Monde, ce sera sans pas passer par des étapes. L'étape, Habib avait rappelé beaucoup d'étapes, comme quoi la formation d'une nouvelle équipe, et qui est une équipe qui est en fin de cycle depuis après notre CAN 2019, et on a encore des vieux briscards là, et des joueurs de devoir qui sont beaucoup plus dans le groupe. Quand on prend les Dodo Doku, quand on prend les Imourad, quand on prend les Moumou, on va jamais se qualifier. On se qualifiera pas avec eux. Donc je pense optimiste quand même. Ouais, non, reste optimiste. Non, je suis quand même des jeunes. On va pas non plus. On va pas être pessimiste. On va pas non plus. Nous ne sommes pas non plus défaitistes, mais nous sommes quand même réalistes. Parce que quand ils jouent en équipe, on voit. Oui, on voit la limite. Donc je pense que, comme je le disais, Guénel Roy est en train de revoir son ambition à la baisse. Déjà, la Coupe d'Afrique des Nations 2005 et 2025, mais également la formation d'une équipe sur la durée. Et il travaille beaucoup plus avec... C'est qu'un CSE n'a pas le temps sur la durée et qu'il a déjà eu un an sans... Il a déjà eu un an sans rien faire. Je ne sais pas combien, mais sans rien faire. Non, sans rien faire, on va le dire. Non, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Et Habib, on ne va pas dire qu'il n'a rien fait. Jusqu'à la dernière journée, on avait le chance de se qualifier alors qu'il arrivait dans une situation catastrophique. Non, Habib, ça, vous ne pouvez pas le lui dénier, monsieur Harouna. Habib, il a fait quelque chose. Moi, je ne dirais pas quelqu'un ne vient pas à la tête d'une équipe sans rien faire. Non, les résultats, il n'y a pas de résultats. On juge un entraîneur sur des résultats. Donc, quand il n'y a pas de résultats, il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'à l'heure où nous parlons, il a pris le temps de faire le diagnostic un an après. Il doit pouvoir, à partir de cet instant. Moi, je me dis que c'est maintenant, moi, après 8 matchs en sélection nationale, 8 matchs, 0 victoire. C'est pas la France qui n'entraîne pas le Nigeria. Moi, je pense plutôt. Je l'avais dit, il a commis peut-être une erreur d'avoir accepté peut-être le Bénin. Il s'est peut-être dit que, bon, comme le Nigeria est à côté. Non, écoutez, non, il s'est peut-être dit. Non, c'est peut-être le Bénin qui a commis une erreur en allant le chercher. Alors qu'il était à bout de souffle. Alors, ce qu'on va faire, on va scruter de très près, d'accord. Si vous le permettez bien, les prochains matchs des Guépards, ce sera pour le compte de ce mois de mars, à l'occasion donc de ces journées FIFA. Très probablement, ces rencontres seront jouées à Paris, en région parisienne, bien évidemment, face à la Côte d'Ivoire. Si vous permettez, quand on prend l'annonce des MS, il y a quand même une partie assez choquante. Ils disent oui, on joue le Bénin, région parisienne. On espère jouer au Parc des Princes. Donc ça veut dire, vous voyez comment ils mettent les matchs. Non, mais peut-être que c'est pas vous qui avez désiré jouer. Peut-être que le Parc des Princes n'est disponible que pour un match. Non, et non seulement ça dépend également. Ne peut pas être disponible. Non, Habib, ça dépend également. On va pas faire un procès d'intention. Non, ça dépend également de ce que le Bénin met dans la balance. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Le Bénin met quoi dans le partenariat? Le pays qui justement sorte le point. Allez, on peut l'avoir. Messieurs, on va observer donc l'attitude. Patrice Talon vous donne le Parc des Princes. Ah d'accord. Absolument. Monsieur le Président, nous avons besoin de jouer au Vélodrome ou bien au Parc des Princes. Le président
entendu. Il a vous a entendu. Allez, mais si on va donc, comme je le disais, scruter de très près l'attitude donc de la sélection nationale de nos amis les Guépards sur ces 2 matchs à venir. Une certitude, on va jouer la Côte d'Ivoire parce que c'est ce qui est fortement ventilé dans l'opinion, confirmée par le sélectionneur ivoirien lui-même. Pour ce qui concerne le Sénégal, on n'a pas encore beaucoup de détails à propos et on espère qu'enfin la fédération va nous situer à propos, bien sûr, à propos de ces journées. Mais la fédération ne peut pas parler. Tout le monde reste muet. Non, mais la fédération ne peut pas parler. Vous savez, la fédération est depuis. Et puis, de Chacus Mathurin, le président de la fédération, l'a rappelé dans une de ses sorties récemment que la fédération de football et le ministère travaillent en symbiose, je crois, ou en parfaite harmonie. Et donc, s'ils travaillent en parfaite harmonie et ils n'ont pas le quitus du ministère, oui, c'est possible. Vous pouvez parler. Mais comment ça se fait? Mais si Emers Faye. Le match dont nous parlons, c'est dans 10 jours. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Mais moi, si Emers Faye confirme sur des chaînes de télévision que son pays doit jouer le Bénin, c'est que forcément, ou quelque part, il a des assurances. Il a des assurances. Et que la liste sort tout à l'heure. Parce que quand la liste sort, la liste compte pour tel match. Rien n'est certain. Voilà, on parle d'une liste qui va sortir dans la journée. Vous savez ce que l'information vaut au pays. D'accord. Oui, c'est de ça qu'il est question. Justement, ce qu'on est en train de dénoncer. Les gens ne parlent pas. Si on ne leur donne pas l'autorisation, on a vu. Oui, mais cette façon bancale de procéder, je vais peut-être faire une parenthèse qui n'est pas, qui va pas vous plaire. On a vu un organe annoncer le départ d'un ministre du gouvernement, mais le porte-parole a dit ce n'est pas possible qu'il n'ait rien du genre ne s'est passé. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti. Oui, mais on n'est pas là, on n'est pas en politique. Mais même on n'est pas en politique. La politique telle que ça se gère, la communication dans le pays. Écoute, Habib, oui, mais la communication. Les gars de la fédération ne peuvent rien dire quand le ministère ne leur donne pas l'autorisation. C'est de ça qu'il est question. Et donc, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Demandez peut-être à l'appel du président de la fédération de l'ouvrir ou bien de prendre un communiqué. Vous allez voir ce qui va. Oui, mais ce n'est pas normal qu'à 10 jours d'une rencontre, on ne connaisse même pas l'adversaire du Bénin. Allez. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Allez. Voilà, on va boucler ce sujet et ouvrir l'autre volet donc de cette émission. Il s'agit du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou qui a été rénové, notre stade adoré, notre stade mythique, Mais avant, on va prendre l'avis de nos amis internautes qui ont réagi par rapport à notre question du jour au sujet des Guépards. Quelles sont leurs attentes pour cette année 2024? Évidemment, les attentes sont sans doute nombreuses. Mon cher Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, Eman Rodrigue Amégan. Vous l'avez dit, les attentes sont extrêmement nombreuses. Vous avez constaté depuis hier, dès que le sujet a été soumis à l'appréciation ou à la réflexion des amis internautes, ils ont été des centaines à réagir sur nos différents canaux, sur les réseaux sociaux. C'est pour dire que l'état de santé des Guépards du Bénin, l'équipe nationale de football, est une préoccupation majeure pour les amoureux du sport béninois et ils n'ont pas manqué de faire savoir leurs attentes sur la toile. On a retenu quelques avis à partager avec vous. Je vais commencer avec celui de Sosten Fassinou qui dit il dit ceci: mes attentes vis-à-vis de l'équipe nationale du Bénin en 2024, c'est d'abord qu'elle renoue avec la victoire, ne serait-ce qu'à domicile. Depuis un bon moment, notre équipe n'a plus enregistré de victoire et regrette beaucoup. Autre attente, écrit-il, et que l'équipe nationale, dans l'équipe nationale, il nous faut de nouveaux jeunes pour redonner une autre dynamique, un nouveau souffle à la sélection nationale, conclut Sosten Fassinou. À la suite de Sosten Fassinou, Narcisse de Saron nous dit: si nous sommes pressés, rien ne marchera car rien ne se construit dans la précipitation. Il faut une bonne politique de sélection et un bon suivi. Et c'est ce qui nous manque, estime cet internaute qui dit qu'il faut pas chercher à courir derrière les binationaux car ça n'a jamais été une solution. Nous sommes sans école de formation. Le peu qu'on a est mal géré et on veut se mesurer aux grandes nations qui ont pris du temps pour grandir. Il nous faut aussi les moyens, suggère Narcisse de Saron. Maurice Koumassa écrit: bonjour le plateau, pour cette année 2024, mes attentes de notre équipe nationale de football, c'est la démission pure et simple des membres de la Fédération nationale de football pour insuffisance de résultats, car c'est le travail de base de la fédération qui doit permettre de faire éclore de nouveaux talents. Malheureusement, c'est un championnat nouveau format qui ne nous permet pas de bien évoluer
publié Analyse Maurice Koumassa. Carsten Kesso écrit que pour lui, nous attendons une équipe qui nous fera rêver, comme la Côte d'Ivoire, une équipe compétitive. Il n'y a plus de petites nations de football aujourd'hui en Afrique et la CAN 2023 nous l'a démontré. En tant qu'observateur de nos guépards, je doute fort qu'il nous émerveille cette année 2024. Rodrigue Herman Amenga, on va terminer avec le commentaire de Emmanuel Kofi à Glossy. Il écrit: nous demandons aux sélectionneurs d'avoir le courage de rompre avec les vieilles habitudes qui consistent à convoquer les joueurs non en jambes dans leur club, qu'ils fassent asseoir un système de jeu fluide misant sur la jeunesse et des anciens en forme. Voilà, chers amis, ce que les internautes ont dit de la question du jour. Merci à vous, Maurice Tantan. Et sans doute, vous aussi, vous avez hâte que la sélection renoue avec la victoire. Absolument. Vous savez que l'équipe nationale, c'est un fétiche national. C'est un patrimoine collectif. Voilà. Et on a envie qu'elle nous émerveille encore. Il faut y ajouter de l'huile alors. Il faut y mettre de l'huile. Lui, c'est le fétiche. Si vous permettez 30 secondes rapidement, oui. On sent que ça intéresse beaucoup les Béninois, comme l'a rappelé Maurice. C'est un sujet hyper important. Mais j'aimerais 30 secondes rapidement dire quelque chose. Aujourd'hui, on dit qu'il faut qu'on convoque des jeunes dynamiques pour pallier la baisse de forme des anciens. Mais malheureusement, est-ce qu'on a ces jeunes-là? C'est la question qu'on devrait se poser. Et comme dans la vie de tous les jours, vous êtes Rodrigue Amenga, voilà, vous êtes star du 5-7 matin, mais on ne vous a pas découvert aujourd'hui. Vous avez eu un parcours. Vous êtes allé au CI, au CP, au CE1. Vous avez fait le CEP, le BPC, le bac, machin. Voilà. Vous avez fait vos classes en journalisme et en animation, présentation. C'est pareil pour les footballeurs. Il faut qu'ils fassent leur classe. Il faut qu'on crée l'environnement pour qu'ils puissent faire leur classe. Et c'est sur ça qu'on achoppe. Et on perd du temps. Parce que si on commence aujourd'hui, on peut espérer des résultats vraiment, peut-être dans 10 ans, pour être vraiment sérieux. Donc, plus on perd du temps à ne pas y aller vraiment franco, plus tout le temps c'est en train de dire oui, on n'a pas de joueurs, on ne sait pas, oui. Je suis d'accord avec tout le monde. Quand moi je vois Saturnin à la rugby, j'ai rien contre eux. Hein. Quand je vois beaucoup de joueurs qui sont en difficulté dans les sélections, mon grand ami Jodel Dossou, et qui viennent en sélection et qui sont a priori des titulaires, ça pose un problème. Mais malheureusement ou heureusement, vous n'avez pas le choix. Voilà, vous regardez, mais vous le mettez qui à leur place non plus. Voilà, donc c'est aussi ça la réalité. Donc j'appelle à ce que, voilà, justement, qu'on puisse vraiment réfléchir là. Je suis content aujourd'hui que on commence pas à faire passer les diplômes aux entraîneurs, parce que comme je le dis, quand vous regardez les jeunes de Saint-Rita et tous les jeunes scolaires qui jouent, vous regardez le championnat scolaire, vraiment, les jeunes de Saint-Rita. Oui, il y a quelque chose. Et ils sont vraiment jeunes, quoi, franchement. Mais qu'est-ce qui se passe à partir de 16 ans? Moi, je pense que c'est le relais qui ne suit pas. Donc, pour avoir le relais, il faut avoir des encadreurs de qualité, bien formés eux-mêmes, qui savent ce qu'ils doivent faire vraiment, et mettre ta structuration autour. Non seulement ça, quand il y a les journées FIFA, les pays qui sont très bien organisés, ce n'est pas seulement... Ils font jouer les espoirs, exactement, les cadets, les juniors, ouais, si on veut. Parce que là, on a les jeunes scolaires là, et ils doivent passer par la case, si l'IRM, pardon, ne les recalait pas, ils doivent passer par la case U17 et monter graduellement. Donc, si nous avons une bonne organisation, c'est que nous devons trouver des sparring partners pour ces catégories-là également, pour permettre une relève de qualité. Malheureusement, bon, nous avons toujours eu des générations spontanées. Et comme le disait Elvis, oui, les joueurs, ils doivent faire leur classe et la population doit véritablement être patiente. Voilà, c'est la patience. Il faut de la patience. Si on n'est pas patient, parce que vous ne semez pas, mais vous voulez récolter, quel résultat? Vous semez du vent, mais vous n'aurez que... Non, mais la population est moins patiente aussi parce qu'à un moment donné, on leur a expliqué après 2019 que le Bénin était devenu une grande nation. Ouais, et qu'on ne devrait plus jamais manquer à nous. Et ceux-là, il faudrait les faire passer à la guillotine. Alors que la réalité... Allez, messieurs, on fera passer personne à la guillotine. La réalité, c'est qu'on n'a aucun joueur béninois qui quitte, par exemple, le championnat du Bénin pour la... Mais moi, elle va tanguer. Je comprends pas. Allez, messieurs, ce qu'on va faire, on va s'intéresser au stade général Mathieu Kérékou, notre entre mythique, évidemment. C'est que c'est vos jardins. J'aime bien le stade général Mathieu Kérékou. J'aime bien sûr, mais malheureusement aujourd'hui le stade est à nouveau fermé. Il y a cette note confidentielle de la Confédération africaine de football qui a donné des injonctions pour que le stade soit remis aux normes, alors qu'il y a seulement quelques mois en arrière ou un peu plus de 2 ans qu'on a fait la rénovation à coups de milliards.
Oui, on a fait la rénovation avec les partenaires chinois. Il faudra le repréciser justement. Voilà. Mais déjà, à l'époque, franchement, vraiment, vous n'avez pas l'impression que vous découvrez quelque chose quand on dit qu'il faut faire des travaux confortatifs. Franchement, tout le monde le savait, c'était gros comme une maison. On a tous su que oui, on n'est pas allé au bout du bout. Voilà. L'exemple le plus banal qui nous concerne, nous tous, autour de cette table, c'est la tribune de presse qui n'existe véritablement pas. Oui, ils ont déterminé une zone, mais il n'y a pas d'infrastructure. Il faut des tables, il faut de la connexion, il faut plein de choses. Et maintenant, il faut une salle vraiment de presse aussi pour permettre aux journalistes, en attendant de monter en tribune, de pouvoir checker, envoyer des mails, les trucs, disposer d'internet. Au stade d'Amitié, disposer d'internet relève de la magie. Franchement, on est au 21e siècle. On doit faire cet effort-là. Et au-delà, maintenant, ça, c'est sur le confort des journalistes, mais même pour les joueurs, même, voilà. On parle de mettre du tapis dans comment on appelle ça? Dans les vestiaires. Je pense que c'est important. Parce que le carreau glisse. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, il faut le faire. Regardez, aujourd'hui, quand vous prenez les vestiaires des stades modernes, il y a une salle d'échauffement où les joueurs n'ont pas besoin de sortir sur la pelouse avant de s'échauffer, de s'étirer, de faire des petits mouvements, de se mettre en jambes. C'est des choses qui sont importantes à faire. Et donc, franchement, je trouve que la CAF a raison. Et que, oui, pour une fois, on doit se saisir de ça et pouvoir réaliser quelque chose. Et ça nous permet de dire aussi quelque chose. Le gouvernement a mis en place, grâce au chef de l'État et le programme d'action du gouvernement, 22 stades de type municipal, comme ils l'ont rappelé à l'époque, pour pouvoir jouer les championnats, aider les jeunes, évidemment, à progresser, à pratiquer le sport. C'est une idée magnifique, franchement. Et ça a été vu nulle part. Mais moi, j'ai toujours dit, mon petit regret, c'est qu'on n'ait pas pensé créer un nouveau stade, outre que le stade de l'amitié, voilà, pour pouvoir accueillir les grosses confrontations, parce qu'on en a besoin. Et je pense qu'il n'est pas tard d'étudier ce projet. Donc le ministre Dato devrait travailler là-dessus. Il vient d'arriver. Moi, je pense que pour lui-même, il a encore 2 ans à faire, a priori, je ne suis pas le chef de l'État, mais a priori, pour lui-même, ça doit être un challenge de dire, OK, on a déjà fait 22 stades pour jouer le championnat. Moi, monsieur Dato, je veux laisser à la postérité, grâce au gouvernement, quelque chose qu'on puisse dire, oui, quand il est arrivé, franchement, quelque chose a bougé. On doit faire les travaux. A laissé 22 stades. Oui, qu'on le veuille ou pas, on va le mettre à son actif. Donc, lui-même doit pouvoir impacter l'écosystème. Peut-être que lui en laisse 23. Ça va être compliqué d'en laisser 23, mais il peut laisser un très grand, de 25 000 places, de 30 000 places, qui nous permettent d'accueillir. 40 000. Bon, voilà, ça dépend des. Ça dépend de, comment on appelle ça, de la caillotte. Non, rêvons grand. Oui, mais ça dépend de la caillotte. Donc moi, je veux, si on a déjà même un 25 ou un 30 d'un bon standing, d'un bon niveau, avec toutes tes commodités. Moi, je pencherais quand même pour 40 000. Oui, ce serait, oui, 40 000. Un peu comme le stade de Boaké. Oui, ce serait cool. Ce serait déjà cool. Donc, franchement, il faut qu'on travaille là-dessus. La pelouse, oui. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais c'est difficile. Et c'est ce que je dis aussi. Pour pouvoir, un stade, c'est un tout. On a besoin de personnel. Et c'est vrai qu'on tombe à bras raccourcis sur ceux qui gèrent le stade, mais ce n'est pas évident. Au quotidien, ce n'est pas évident, parce que les ressources ne sont pas forcément disponibles tout le temps. Heureusement, Joël Lambert qui gère. Exactement, qui gère par exemple la pelouse, il essaie d'avoir des jeunes autour de lui, mais il faut les motiver, ces jeunes. Et ces jeunes n'ont pas totalement la compétence. Lui-même continue de se former, et donc il doit céder cette compétence-là. Donc, il y a des choses à faire vraiment pour nous permettre de pouvoir avoir un niveau de compétition. Parce que si aujourd'hui, pour terminer, je vais laisser la parole à mes autres collègues, on est en difficulté. En juin prochain, on joue le Nigeria et le Rwanda, a priori à domicile. On ne jouera pas à domicile. Bon, moi je vais être optimiste. Justement, c'est la question que je m'avais fait à Habib. Si on ne joue pas à domicile, ça va être encore plus compliqué. Justement, c'est la question que je m'avais fait à Habib. Habib, actuellement, on sait que l'équipe nationale est un peu en difficulté. On est en balle de résultats. Et s'il faut qu'on aille jouer à l'extérieur, ça va encore rendre la tâche davantage plus compliquée. Si tant est que le stade n'est pas rénové ou n'est pas livré d'ici à là. Non, plus compliqué, en fait, a priori, oui, mais après, parce que parfois, le stade de l'amitié peut être hostile aussi aux écureuils. Parce que si, par exemple, au départ plutôt, par exemple, si sur les 2 matchs qui viennent, si c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire et que, bon, le Bénin se fait battre par les 2 équipes, je crois que la pression va être encore plus forte. Idéalement, c'est tout bien de jouer ces matchs à domicile, mais visiblement, pour ce qu'on est en train de voir, et moi, c'est là où je suis surpris que la même CAF qui a quelques mois aussi avait validé le stade de Kounou, qui a autant de choses qu'on demande de faire en si peu de temps. Parce que pour moi, quand vous êtes dans une telle situation que vous avez homologué un stade il y a quelques mois, que vous trouvez des limites, vous devez être plus progressif vous devez demander un minimum.
pour les mois qui suivent et progressivement peut-être d'ici 1 an, de manière à ce que tous les travaux soient pris en compte. Mais visiblement, pour les informations que nous avons, ça ne va pas être possible que le stade soit prêt d'ici juin. Donc la réflexion est en train d'être menée entre fédération et ministère pour trouver quel est le pays le mieux adapté pour nous accueillir. S'il faut aller à Kégué, s'il faut aller au Maroc. Oui, non, mais je crois qu'en principe, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train d'émerger parce qu'il y a un principe de réciprocité. On a reçu les Ivoiriens tout le temps. Étrangement, les Ivoiriens aussi, il y a 2 ans, n'avaient pas de stade au nord, mais ils jouaient tout le stade de la Coupe du Monde. Et le Bénin avait facilité beaucoup la tâche, ça avait été très bien géré. Donc le principe de réciprocité voudrait que le Bénin et en Côte d'Ivoire, même si bon, il doit traverser le Togo et le Ghana, mais ça paraît le pays où il peut avoir plus de facilité parce que la Côte d'Ivoire a plusieurs stades au nombre, donc mettre ça à la disposition du Bénin. Je crois que la Côte d'Ivoire est la piste. Bien sûr. La Côte d'Ivoire. On peut jouer au Félicia, Yamoussoukro. Non, pas forcément d'aller dans un grand stade. Allez, avant de vous accorder la parole, ce sera la dernière parce que Blaise Adampo s'impatiente. Il faut rappeler rapidement ce qu'il faudra faire au stade de l'Amitié, changer la pelouse, mettre un tapis dans les vestiaires, la salle de contrôle à prévoir, mise en place des tourniquets, renforcement de l'infirmerie, renforcement de la salle antidopage, sécurisation de la tribune officielle pour éviter les débordements, changement des sièges, changement des lumières également. Et actuellement, lorsque vous allez au stade général Mathieu Kérékou, il n'y a même plus de sièges visiblement. Tout est déjà décapé pour être changé parce que ça gratte. Beaucoup ont confirmé cela. Mais Mokouton, allez, je pense en toute honnêteté, c'est vrai qu'on aurait voulu aller en Côte d'Ivoire, mais si le Bénin veut avoir beaucoup de supporters, le Bénin doit choisir. Je vous confirme, en Côte d'Ivoire, on aura beaucoup de supporters. Non, écoutez, je pense que si le Bénin veut avoir beaucoup de supporters, le Bénin doit choisir. Je pense que à Lomé, c'est souvent tendu. Voilà. Historiquement, dans ces conditions, on ne joue pas contre le Togo. On empêche, parce que les Togolais sont les premiers adversaires du Bénin. Bien sûr. On n'a aucune certitude. Non, je pense que c'est une fraternité qui est fondée sur les tensions permanentes. Je pense que le Bénin pour vous c'est cela moins coûteux pour vous, pour moi et pour tous. Il y a d'autres commodités également. Le Bénin doit choisir le Togo pour jouer ses matchs à domicile. Aller en Côte d'Ivoire, non, ça va être encore cher payé pour nous. Mais après, pour les travaux qui doivent être faits sur cette pelouse-là et puis sur le stade en général, je pense que nous sommes déjà en retard. Oui, Habib disait, bon, il faisait une blague, il disait que les tapis, ça peut se faire en très peu de temps. Mais ce n'est pas que ça. Parce que c'est un gros travail qui doit se faire même là. Pour la tribune, même pour la tribune, de faire aujourd'hui. C'est pourquoi il disait que la CAF aurait pu demander un plan progressif de mise en œuvre. Je crois, il y a quelques années, la même CAF. Habib, je crois que la CAF a validé ce stade-là. Et sous réserve, en attendant que vous fassiez ces choses-là de façon progressive. Mais ce qui a dangereusement, sinon, ce qui a tourné tout à la dernière minute, c'est la perte en vie humaine, les pertes en vie humaine que nous avons eues sur le match du Sénégal. C'est ça qui a véritablement fait déclasser encore plus et qui a réveillé tout ce qui n'était pas fait, qui était en attente. C'est ça qui a réveillé la CAF a dit, bon, voilà, vous êtes déclassé désormais à cause de cela. Malheureusement, on n'a jamais eu les conclusions de... Non, c'est quand même bizarre qu'on on est passé bien vite à autre chose. Justement. Merci beaucoup à vous, Mémo Couton. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Porter la réflexion avec nous en ce qui concerne justement les prochains défis de la sélection nationale, mais également ce stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou qui doit malheureusement suivre une nouvelle rénovation. Habib, merci. Merci Elvis. On reste en attente, on reste en stand-by pour voir ce que nous apporteront les Guépards pour ce mois de mars qui s'ouvre déjà dès après-demain. 5 sur 7 matin, Blaise Adampo par ici pour nous apporter les dernières informations sportives. Juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.